Bon, vous êtes prêts? Vous savez qui c'est qui vient? Si je vous dis qu'est-ce qui est petit et marron, vous êtes vraiment fort. Alors après, je ne vais pas vous insulter, mais voilà, vous êtes vraiment fort. Alors, si je vous dis Merlin, vous pensez à qui? Jacques Chambon de Camelot, tout à fait. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Ça va être une foire aux questions. D'accord? Il va monter sur scène, il va répondre à toutes vos questions. Il va avoir un micro qui va se balader parmi vous là pour que vous puissiez vous poser la moindre question. Rassurez-vous, il n'y a pas de questions idiotes. Donc lâchez-vous sur les questions. D'accord? Et il est là pour répondre comme une livre ouverte. Ok? Qui c'est qui a des questions pour le Jacques Chambon? Pour savoir si ça vaut le coup qu'il monte sur scène ou pas. Pour moi, je vois une question, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas curieux les autres? J'espère que vous serez moins timide tout à l'heure. Et par contre, si je le fais monter sur scène, on est bien d'accord, vous levez tous pour l'applaudir et pour crier. Oui ou non? Oui ou non? Parce que là... Tu es prêt? Je vous demande d'applaudir Jacques Chambon! Bonjour. On n'a pas un qui s'est levé. Ah, je vois ça, ouais. Ah, je suis dégoûté. Bon, mais, je suis dégoûté. On annule. Je suis dégoûté. On annule. Non, on est là, si tu veux que je te dise. C'est comme ça. Bonjour tout le monde, ça va? Tant mieux. Moi aussi, ça va bien. Bon. Qui c'est qui a une question pour Jacques Chambon? Ah, mais on commence déjà par boum la question. Tac. Parce qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin de te présenter? C'est ce que vraiment je me posais la question. Ben non, vu l'âge que j'ai, les gens ont eu l'habitude de me connaître. Hein. Ça va. Tu veux vraiment me présenter? Non, tu m'as présenté, non? Je crois qu'on t'a présenté. Je pense que Merlin, je pense que ça parle à tout le monde. Merlin, vieil acteur, voilà, tout bien. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Il y a un micro qui va se balader. Ah, on se connaît tous les deux. Non, on va te donner un micro. Comme ça. Vraiment proche de la bouche. Quel est... Mais applaudissez-le parce que lui, au moins, il a le courage de poser une question. Parce que là, je pense que tous là. Quel est le meilleur... Vas-y. C'est Jacques Chambon. Voilà, tout à fait, je crois que là. Quel est le meilleur souvenir sur la série? Le meilleur souvenir sur la série? Ah bah j'en ai plein des beaux souvenirs, mais le meilleur souvenir sur la série, c'est quand même quand on est allé tourner à Rome pour la saison 5. On est allé... 6, pardon, je suis perdu. J'ai un gros problème de temporalité. Pour la saison 6, on est allé tourner à Rome, à Cinecittà, dans les décors de la série Rome qui avait été programmée sur Canal+. Et il restait des éléments de décor en plein air là-bas. Et on est allé à Rome tourner des épisodes de Camelot. Et c'est un très très beau souvenir, parce que Rome, c'est une ville que j'adore. Et tourner à Cinecittà, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. C'est-à-dire quand vous êtes à la cantine à Cinecittà à pousser votre plateau, vous savez que Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, ils sont tous passés là avec leur petit plateau à la cantine de Cinecittà, et ça c'est quand même un très très beau souvenir. Et puis c'est aussi l'endroit où j'ai pu passer une soirée avec un monsieur qui s'appelait Pierre Mondy, qui apparaît dans la saison 6 aussi de Camelot sous les traits de César, et c'était un acteur que j'aimais beaucoup en tant que spectateur, que je n'avais jamais rencontré, et j'ai pu passer une soirée avec lui autour d'une pizza, et j'avoue c'est une des plus belles leçons de professionnalisme et de modestie que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc voilà, de très très beaux souvenirs à Rome. Voilà. Ça, je pense que c'est l'épisode, le moment de Camelot qui m'aura le plus marqué, qui m'accompagne encore tous les jours.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, inventeur de la potion de guérison des ongles incarnés. Oui. Je voulais savoir comment, à la fin de la série, on peut reprendre une vie et une carrière normale. Je sais que vous faites beaucoup de théâtre, avec un rôle qui vous marque et qui vous marquera, je pense, toute votre vie. Oui. Qui, pour nous, grands fans, on a du mal à vous dissocier, en fait, en tant que Jacques Chambon et puis Merlin. Voilà. Oui, Je voulais oui. voir comment on retourne à une vie normale. Eh ben en fait c'est assez facile, d'abord parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fait, le fait d'être Merlin dans Kaamelott n'a occupé ma vie que très très peu de jours. C'est-à-dire que l'année où j'ai le plus travaillé sur Kaamelott, c'est une année où on avait tourné une saison complète, plus le début de la saison suivante. Donc c'était sur une année, on avait tourné une saison et demie à peu près, et j'ai été occupé 12 jours. 12 jours dans l'année pour tourner toutes les scènes de Merlin qui allaient être dispatchées dans une saison et demie, quasiment. Donc en fait, moi j'ai jamais quitté ma vie pour faire que du Merlin pendant des semaines ou des mois. Ça a toujours été très très ponctuel. Donc il y a une espèce de distorsion entre la visibilité du personnage dans la série et l'omniprésence de la série sur les médias, et le très peu de temps de travail que ça représentait pour moi. Et en fait, pendant toutes ces périodes où je tournais Merlin quelques jours par an, et ben toute l'année, tout le reste de l'année, les 353 jours restants de l'année pour cette année-là, et ben j'ai continué à travailler au théâtre, à écrire, à jouer. Donc en fait c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est très fugitif en fait comme sensation d'être Merlin, de quitter, voilà. Et en fait, moi j'ai toujours retrouvé Merlin, requitté Merlin, et même quand je suis revenu retrouver mon Merlin pour faire le film, pour faire le premier volet, et ben il y avait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, Merlin et moi, parce que ça faisait 10 ans que je l'avais quitté en fait. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est un peu comme un très très bon pote que vous avez quitté depuis longtemps, et quand vous le retrouvez, c'est comme si vous étiez quitté la veille. Bah, c'est un peu pareil avec Merlin, monsieur. Comme on est quand même assez proches malgré tout, et ça je suis pas très fier de le dire, mais c'est assez vrai, et ben voilà, j'avais l'impression de retrouver mon Merlin comme je l'avais quitté. Mais voilà, et en fait j'ai toujours fait, voilà, ça n'a jamais été une immersion complète dans Merlin pendant des semaines ou des mois, quoi. C'est pas... J'aurais bien aimé, hein, ça voulait dire que j'aurais eu des tonnes et des tonnes de jours de tournage, mais non, c'était tellement découpé, tellement cross-bordé, comme on dit, que en très peu de jours, on tournait par exemple, pendant 3-4 jours, on tournait tout ce qui avait lieu dans le labo Merlin. Donc dans 3-4 jours, j'enquillais toutes les séquences qui avaient lieu dans le labo de Merlin sur toute la saison. Et puis voilà, et du coup ça allait très vite en fait. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. En tout cas, je te remercie pour avoir décliné son CV. Tu as fait mieux que moi. Et elle en a oublié. Hein. Je me rattraperai pour demain. Oui. Oui. Rebonjour. Rebonjour. Une question, oui. Si vous avez pu incarner un autre personnage de la saga, lequel auriez-vous choisi? Ah, oh là, on n'a jamais posé la question. J'aurais peut-être fait un Caradoc potable. Le Grâce et la vie, ça me... Ouais, Caradoc peut-être, ouais. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, mais en fait j'aurais aimé avoir une scène avec lui, c'est Méléagant, c'est voilà, parce que pour moi c'est un peu l'anti-Merlin, quoi. Donc j'aurais beaucoup aimé avoir un petit moment avec Méléagant, non pas en l'interprétant, mais en étant confronté à lui. J'avais demandé à Alex, j'avais dit j'aimerais bien que tu m'écrives une scène où Merlin était confronté à Méléagant, mais il a dû se dire que Merlin était trop naze pour... Donc alors j'adore Carlo Brandt, c'est un mec que j'admire énormément, mais du coup on n'a jamais eu de scène ensemble et c'est un de mes regrets. Mais en personnage, oui, peut-être Caradoc, ou alors il faut aller dans le contraire, quoi.
Ah, ils sont tous simples. Franchement, il y a de quoi défendre. Dans tous les personnages, il y a de quoi défendre des tas de trucs. Ouais, Léo Dagan aussi, avec la grande gueule, mais je suis beaucoup trop de bonne humeur pour faire un Léo Dagan potable. Il faut un Lionel Astier qui est de mauvais poil. Voilà. Il est toujours d'aussi mauvais poil, le Dagan ou pas? Lionel Astier. Lionel? Non, mais c'est un mec adorable en plus dans la vie. Mais il a une qualité pour jouer les mecs de mauvais poil, je trouve formidable. Formidable. Jouer un mec aussi rouspéteur, c'est très fort. Et Arthur, t'aurais pas aimé le faire? Arthur, si, mais Arthur, c'est le boss. Moi, si, ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être entouré d'une bande de branleurs comme ça, franchement. Oui, ça me rappellerait ma vie au théâtre, quelquefois. Non, mais ça, ouais, oui, en fait, oui, ça c'est pas mal. Le personnage qui est toujours effaré par la médiocrité de son entourage, ça doit être sympa à jouer, ça aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, c'est moi. Bonjour. Ah là-bas, pardon. Ah, oui. C'est moi. Ah oui, voilà, pardon. Bonjour. Déjà. On a la pleine poire. Ah, c'est. Avec la lumière en gros. Merci infiniment pour tous ces faux. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas toi. Je suis maudit. Non. Merci beaucoup pour tous ces fous rires, tous ces instants absolument merveilleux que vous nous avez amenés. Et ensuite, il faut absolument que vous répondiez à cette question. La scène où Arthur vous demande d'enchanter les cadres d'invisibilité. J'ai poncé cette scène des centaines de fois et je suis convaincu qu'ils sont obligés d'arrêter parce que même vous, vous éclatez de rire et vous en pouvez plus. Est-ce que j'ai raison? Alors, j'ose même pas entrevoir comment vous avez pu imaginer une chose pareille. Je vais enfin pouvoir dormir, merci beaucoup. Non, c'est vrai. Il y a plusieurs scènes comme ça où il coupe à la limite. D'ailleurs, il l'a dit, Alex, il l'a dit dans une interview, il a dit qu'il y a une autre scène comme ça où il parle de la Bretagne qui est sur le joug d'une dictature et je dis le joug comme un joug de fruits. Et là, il y a pas mal de scènes où je suis à la limite du fou rire et où ça frise un petit peu. Il a été obligé de couper très cut. Il y a aussi le coup des crevettes dans le pif pour. Je vous jure que c'est pas facile. Quand on est rieur comme moi, c'est. Ouais. Donc la réponse à la question, c'est oui. Effectivement, ils ont dû couper très cut, très serré pour éviter qu'on voit que c'était barré, quoi. Je suis désolé, je suis pas fier de ça. C'est une faute professionnelle, hein, mais voilà, je suis très bon public pour le texte d'Alexandre Astier. Voilà. Ah ben il y en a partout du coup voilà. C'est là ou? Là il y a le jeune homme qui s'appelle, je sais plus comment tu t'appelles d'ailleurs. J'entends pas d'ici. Timéo. Voilà. Quel est le meilleur souvenir du film? Du film le meilleur souvenir du film pour moi c'est quand j'ai appris qu'il allait enfin se tourner. Parce que ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait. T'étais pas né, tu vois. Donc, excusez-moi, j'enlève ça parce que j'ai très chaud. Du coup, je suis en train de massacrer le micro. D'avance, pardon à la technique. Je suis en train de faire. C'est bon? Ok, merci. Oui, donc, en fait, mon meilleur souvenir du film, c'est quand j'ai appris qu'il allait enfin être tourné. Et je peux vous dire aussi que c'est aussi mon pire souvenir, parce que... Enfin, c'est pas mon pire souvenir, non, mais... Parce que j'avais entendu dire qu'effectivement, l'équipe allait aller au Sultanat d'Oman, etc., tourner dans des lieux exotiques magnifiques. Et quand j'ai reçu ma feuille de service, je me suis rendu compte que j'allais tourner 4 jours à Bron et à Villeurbanne. Bron, c'est à 800 mètres de chez moi, et Villeurbanne à 500 mètres. Donc en gros, mon film exotique, je suis allé le tourner à vélo en partant de chez moi. Voilà. Donc sur le plan de l'exotisme, c'était un peu... Alors eux, ils y sont allés, Roman, ces enfoirés, mais pas moi. Moi, voilà. Donc voilà,
Mais c'est un très beau souvenir aussi d'avoir enfin la possibilité de voir le film arriver. Voilà, on attendait tellement ça que c'était quand même une belle nouvelle. J'avais une question. Dans le film d'Alexandre Astier, Astérix, le domaine des dieux, donc on sait que Astier avait fait revenir pas mal d'acteurs de Kaamelott, notamment Lionel Astier, l'acteur qui joue Perceval. Et moi, je me posais une question, parce qu'on sait qu'il a confié le rôle de Panoramix à Bernard Allan, mais est-ce que vous regrettez pas qu'il vous ait proposé le rôle? Parce que c'est vrai que Merlin, Panoramix, il y a le côté vieux sage. Justement, je me suis posé la question, est-ce que vous ne regrettiez pas qu'il ne vous ait pas proposé le rôle, même si Bernard Allan fait un très bon oui. En fait, je crois que ça repose sur une idée très, très simple et très complètement logique de sa part. C'était en fait, Astérix, c'est un univers tellement différent, c'est un univers différent. Et je pense qu'il ne voulait pas calquer l'imaginaire Kaamelott sur l'imaginaire Astérix. Et donner ma voix à un personnage de druide, c'était une façon finalement de confondre, dans le sens de confusion, les deux univers. Et je pense que c'était pas une bonne idée en fait. J'aurais bien aimé évidemment, parce que d'un seul coup on se retrouve avec un personnage vraiment à défendre de façon très sympathique, mais non, je comprends tout à fait, c'est tout à fait logique. En plus, dans le suivant, j'ai fait une petite voix d'un druide avec un accent improbable. J'ai jamais su s'il m'avait demandé un accent allemand, mais c'était pas génial. Hein. Enfin, l'accent était un peu improbable, mais voilà. Faites passer les micros. Bonjour. Rebonjour. J'aurais aimé savoir comment vous avez rencontré Alexandre Astier et comment s'est déroulée la série au tout début avec lui. Tu peux poser la deuxième partie de la question? Et j'aurais aimé savoir comment s'est passé le début de série avec lui. Ah, alors, comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré, il était très jeune, puisqu'il avait 14 ans. Je connaissais Joël, sa mère. Alexandre, la première fois que je l'ai vu, c'était sur scène, il jouait de la contrebasse, parce qu'il est musicien au départ. Il jouait de la contrebasse dans un spectacle. Et puis, après, on ne s'est plus revu pendant des années, quoi, enfin, pendant plusieurs... Et puis un jour, on s'est retrouvés sur des projets plus alimentaires, de théâtre événementiel. Et on a bien matché tous les deux, on s'est bien entendu tout de suite, à la fois sur scène et en dehors. Et puis, il a écrit une première pièce, une comédie qui s'appelait Pulp Fiction, dans laquelle il m'a demandé de jouer, et donc j'ai joué son beau-père. C'était déjà un abruti, mon personnage, enfin, c'était déjà un personnage très très... voilà, où j'ai joué son beau-père. On a joué ça pendant 1 an et demi à Lyon, dans un café-théâtre, ça cartonnait vraiment bien. Et puis après, moi j'ai composé un premier spectacle autour de la guerre de 14-18 avec des matériaux venant de correspondances, de romans, de journaux. J'avais fait une espèce de patchwork de tout ça, un spectacle qui s'appelait Le Crayon Grasse, qu'on a beaucoup joué au théâtre. On a joué dans toute la France plus d'une centaine de fois, donc on s'est beaucoup baladé en bagnole pour partir en tournée. Et voilà, et comme ça notre amitié s'est consolidée. Et en fait, moi je suis arrivé sur Kaamelott par le court-métrage Jesse Ray, le premier court-métrage qui a précédé Kaamelott. Court-métrage qui a été fait comme ça avec 3 bouts de ficelle. Et il m'a dit, j'ai écrit un rôle pour toi, c'est Merlin l'Enchanteur. Je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Puis voilà, puis le court-métrage a été remarqué. M6 s'est intéressé à ça en se disant, tiens, pour la suite de Caméra Café, ça peut être pas mal, etc. Et c'est comme ça que c'est venu, mais ouais, en fait, j'ai pas passé de casting, si tu veux. C'est venu par le fait qu'on avait déjà du plaisir à travailler ensemble et que Alexandre, il aime bien écrire pour les acteurs qu'il connaît. Et il connaissait très bien ma couleur de jeu. En plus, quand on jouait tous les deux, c'est un peu une ambiance Bourvil de Funès, quoi. Lui, petit nerveux, et moi, grand,
un peu en retard. Et ça marchait bien, donc je pense que ça a été assez évident pour lui à ce moment-là. Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi j'aurais été intéressé de savoir avec quel acteur ou personnage vous aviez le plus d'affinité. Parce que je pense pas qu'il y ait tout le monde sur les scènes. Et ceux que vous avez côtoyés, avec qui vous avez potentiellement noué le plus d'amitié, d'affection. Et peut-être une anecdote avec le tournage. On parle des acteurs de Kaamelott De Kaamelott, ouais, de la D'accord. série. J'ai une affinité très particulière avec Thomas Cousseau, mais qui est plus liée à l'acteur qu'au personnage. Parce que Thomas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans la pratique de son métier, qu'on a fait plusieurs spectacles ensemble en dehors de Kaamelott, sans qu'il n'y ait rien à voir avec Kaamelott. On a fait 3 spectacles au théâtre ensemble, et à chaque fois, je suis admiratif devant sa puissance comme acteur de théâtre, et puis c'est un mec, c'est un mec en or, quoi. C'est quelqu'un pour qui j'ai une affection énorme et une admiration aussi assez énorme. C'est vraiment jouer avec Thomas Cousseau sur un plateau de théâtre, c'est apprendre chaque scène, quoi. Chaque jour, voilà. Et voilà. On est très différents. On n'a pas du tout on vit de façon très différente. On se voit peu. On se voit que sur des projets. On ne boit pas des coups ensemble, mais voilà, j'ai vraiment une affection très très particulière pour Thomas. Et puis voilà, il y a de toute façon, c'est assez particulier Kaamelott, parce que c'est quand même la plupart des gens avec qui j'ai joué dans Kaamelott, je les connaissais déjà avant. J'avais joué avec eux ou j'avais travaillé avec eux. Jean-Christophe Ambert, par exemple, c'est quelqu'un avec qui je continue à travailler, puisqu'on a un projet de théâtre ensemble la saison prochaine, et on sort d'un gros projet ensemble les 2 dernières saisons. Et c'est quelqu'un qui a une fidélité professionnelle qui est assez formidable. C'est grâce à lui que j'ai pu travailler avec Roger Planchon, qui était un maître de théâtre, un metteur en scène que j'admirais beaucoup et avec qui j'aurais sans doute jamais travaillé si Jean-Christophe lui avait pas glissé mon nom au détour d'une phrase, parce qu'il cherchait un acteur et il a dit bah tiens, il y a Chambon, peut-être que ça pourrait marcher, et voilà. Et voilà, donc il y a comme ça des affinités très très fortes qui se font entre nous. Alors ça fait un peu folklorique de dire ouais, une super ambiance, c'est une super équipe, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement une connivence de circonstances sur un projet donné, c'est juste que c'est des gens avec qui font partie de mon paysage à la fois professionnel mais aussi personnel. Loïc Varron, je connais depuis très longtemps, il a mis en scène une de mes pièces. Stéphane Margot, notre ami Calo-Grenant, c'est Calo-Grenant, oui, c'est Calo-Grenant, le roi d'Écosse, bah, on est copains, il joue dans un de mes spectacles. Voilà, enfin on a des liens qui sont bien plus forts que le simple rencontre provisoire de boulot, quoi, voilà. Bonjour. Bonjour, pardon. Ouais. Est-ce que Merlin va révéler de grands talents dans les films suivants? J'espère bien. Ou d'autres failles, mais non, je ne sais pas du tout, en fait, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que toutes les questions que vous pourrez me poser au sujet du prochain film, par exemple, je me les pose aussi, donc je n'aurai pas de réponse, en l'occurrence. Vous aurez des questions et je n'aurai pas de réponse, donc j'espère que, en fait, secrètement, je peux le dire, parce qu'on est entre nous, secrètement, j'espère quand même que Merlin va petit à petit accéder à son statut réel, qui est celui de mentor, vraiment, de mentor d'Arthur. Mais bon, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore un peu de boulot. Donc j'espère secrètement. Voilà, je dis que le triomphe de Merlin devrait arriver tôt ou tard, et que Elias va être enfin réduit à ce qu'il est, c'est-à-dire une sombre flaque d'incompétence et de suffisance, mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin, donc je ne sais pas.
tout ce qui s'est lié à Necronomicon reste à Necronomicon. Comment? Tout ce qui s'est dit à Necro Reste. à... Voilà, Ouais, tout va bien. Tout va bien. garde le silence. Autre question? Rebonjour, je suis là. Ah, pardon, ouais. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire du théâtre et qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour les personnes qui veulent se lancer mais qui restent en retrait. Alors, comment je suis arrivé au théâtre? Par le lycée, en fait, par mon lycée. J'étais en terminale dans un lycée à Lyon et il y a des copines, j'étais en terminale littéraire, donc une classe extrêmement féminine à l'époque, c'était voilà. C'était peut-être pour ça que j'avais choisi littéraire d'ailleurs. Non, en fait c'est parce que j'étais nul en maths tout simplement et que j'aimais beaucoup les lettres. Et dans cette classe, il y a des filles de ma classe qui ont décidé de monter un club théâtre et qui avaient besoin de mecs aussi, enfin de garçons. Et voilà. Et elles m'ont fait signe et j'ai dit pourquoi pas. Et cette année-là, on a monté le Misanthrope de Molière et j'ai joué Alceste. Un gros morceau quand même. 1025 vers à apprendre. Voilà, et il s'est passé quelque chose qui n'a pas mûri immédiatement, c'est-à-dire qu'après cette expérience, on a joué le spectacle dans notre lycée plusieurs fois, puis on a fait une petite tournée dans d'autres lycées de la région et dans des lieux comme ça, et vraiment il s'est passé quelque chose, et puis après je suis parti dans d'autres trucs, et puis finalement le théâtre est revenu à moi comme une évidence, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire mon métier. En allant me former à Paris d'une part, et puis ensuite après beaucoup de boulot alimentaire, en créant un spectacle avec des copains, puis de fil en aiguille, le spectacle a marché, on a eu des sous pour produire le deuxième, etc. Et ça ne s'est plus jamais arrêté. Je suis arrivé tard dans le métier parce que j'avais 29 ans en fait. Moi j'étais au lycée, j'ai découvert le théâtre à 17 ans et je suis devenu professionnel à 29 ans, donc j'ai pris du temps. Hein. Et voilà, alors il y a aussi une chose, je le dis souvent, ça fait rire, mais en fait je crois qu'il y a un truc qui a été un peu déterminant, c'est quand j'étais gamin, j'étais enfant de chœur. Et je suis certain que le fait d'avoir été enfant de chœur a déclenché un goût parce que en fait pendant la messe il y a des costumes, il y a un décor, il y a une dramaturgie, il y a un public et je suis sûr que cette expérience d'enfant de chœur a joué pour quelque chose dans mon goût pour le théâtre. Et puis le conseil que je pourrais donner c'est en fait c'est tout con ce que je vais dire, mais à mon avis pour faire du théâtre il faut faire du théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est de monter des choses, de faire des choses. Voilà, c'est pas attendre qu'un metteur en scène appelle, parce qu'il n'appellera pas, parce qu'il ne te connaîtra pas. Donc, moi, je dirais à un jeune qui veut se lancer là-dedans, si tu trouves des gens qui ont la même énergie que toi, la même envie que toi d'en faire leur métier, la même envie que toi de monter quelque chose, montez-le avec 3 francs 6 sous. Le théâtre, c'est un art pauvre, c'est une chance. Il y a besoin d'un espace, d'un peu de lumière et d'acteurs, c'est tout, et d'un texte. C'est quand même mieux s'il y a un texte. Et en fait, il n'y a pas besoin de mécanique, il n'y a pas besoin de moyens énormes. On peut faire du théâtre avec rien. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est n'attends pas qu'on t'appelle, n'attends pas qu'on te propose un rôle. Choisis un texte, choisis un rôle, choisis un personnage, choisis des copains avec qui tu as envie de t'éclater sur scène. Montre le truc, montre-le d'abord à tes copains, à ta famille, à tes proches, puis montre-le dans ton quartier, montre-le dans une MJC, montre-le. Et petit à petit, tu fais ta pelote et tu capitalises de l'expérience, tu capitalises de la compétence, tu capitalises aussi de la rétribution symbolique, de la rétribution affective, c'est-à-dire que tu as le plaisir d'être sur scène, d'être devant un public, et ça c'est irremplaçable. Et voilà, c'est vraiment ça que je donnerais comme conseil. C'est vraiment, pour faire du théâtre, il faut faire du théâtre. Voilà. Alors après, pour passer au cinéma, à la télévision, c'est autre chose, c'est beaucoup plus... Là, j'ai pas de conseil, D'ailleurs, moi, je fais très peu de télévision, encore moins de cinéma, et beaucoup de théâtre. C'est là que je m'éclate vraiment, en fait. Enfin, le théâtre, c'est vraiment l'endroit où j'ai l'impression de faire vraiment mon métier, d'être fait pour ça. Voilà. Ça répond ? Est-ce que vous avez déjà eu des accidents ou des scènes imprévues sur le tournage du film? Je ne te vois pas. Est-ce que tu peux lever la main? Je suis là. Merci.
Ah oui, mais c'est normal, je te vois pas, t'es déguisé. Ouais. Je t'écoute, pardon, excuse-moi. Tu peux reposer la question? Est-ce que vous avez déjà eu des accidents ou des scènes imprévues sur le tournage du film? Sur le tournage du film, non, il n'y a pas eu d'accident, il y aurait pu parce que c'était quand même chaud patate. Parce que moi j'ai passé une journée dans un trou avec de la terre qui me tombait sur la gueule parce que il fallait que je sorte de mon trou et comme il fallait plusieurs prises, chaque fois je sortais de mon trou, il y avait de la terre qui tombait. Ensuite, dans les grottes, là, dans les mines, c'était très enfumé, très chaud, il faisait très très chaud, il y avait de la fumée partout, mais il n'y a pas eu d'accident. Miracle, il n'y a pas eu d'accident. Mais non, il n'y a pas, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de cas, même sur la série, hein, parce qu'au début, les 2 premières saisons, c'était tourné dans un studio qui n'était pas du tout un studio, donc ça aurait pu être un peu... voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace, on pouvait se cogner facilement, mais non, il n'y a pas eu de grave truc. Voilà. J'ai failli prendre froid, parce que pour le baptême de Perceval, je suis quand même resté dans un lac de Haute-Savoie, avec de l'eau jusque-là toute la journée, mais j'ai survécu. Vous parliez juste avant de vos plus gros fous rires pendant le tournage de la série, mais quel est votre plus gros fou rire sur toute la série et le film? Le plus mémorable? Je crois que le plus dur, c'était le jus comme un jus de fruits. Vraiment, c'est très con. Il fallait arriver à le dire. Enfin, il y avait une vraie demande d'Alexandre, c'est qu'il fallait que je le dise en étant le plus... Il fallait une sincérité absolue. Donc il fallait que fallait que ce soit une vraie question. Et donc le jus comme un jus de fruits, c'est tout con, hein. Là, j'ai pas envie de rire en le disant, mais je vous jure que là, j'y arrivais pas. Je suis pas, enfin, j'y suis d'ailleurs pas arrivé parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit à la coupe que ça commence déjà à ricaner, quoi. Voilà. Non, ça, celui-là, c'est tout con. La phrase est très courte, mais c'était terrible. Si, puis il y a un truc aussi, c'est, je sais pas si vous avez eu le bêtisier ou Elias. Comme par hasard, c'est Elias. Hein. Je dis ça. On doit reprendre une phrase, je sais pas combien de fois. Et moi, je suis à côté. Et je le vois qui se plante, et qui se replante, et qui se replante, et qui se replante. Alors au début, on est bons camarades, on compatit, on est là, petit à petit, ça devient de plus en plus drôle. C'est-à-dire on sait, au moment où il y a l'action, on sait qu'il n'y arrivera pas, on le sent. Je suis à côté de lui et je dis, là, il va se replanter. Et badabou. Et là, et à mesure que les prises avancent, ça devient de plus en plus difficile de démarrer l'action en étant sérieux. C'est pas très charitable, je vous connais. Mais c'est Elias. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre épisode préféré et pourquoi? Mon épisode préféré, il y en a un que j'aime beaucoup dans les premières saisons, c'est... je sais plus comment il s'appelle, quand j'entends une louve on est en pleine bataille, j'entends une louve qui hurle, et j'abandonne tout pour aller soigner la louve. Je sais plus comment il s'appelle. Vous savez sûrement mieux que moi. Celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que d'abord, c'était très... Je le trouve très, très bien écrit en plus. Et j'aime bien ce que ça dit du personnage. Et puis il y a un épisode de la saison 6 que j'aime beaucoup aussi pour d'autres raisons. C'est un épisode où Merlin rend visite à Arthur, qui est sur son lit presque à l'agonie, et où Merlin essaye de stimuler Arthur pour qu'il ne se laisse pas aller, pour qu'il reprenne un peu du poil de la bête. Et j'ai beaucoup aimé cette scène parce que là aussi, c'est un visage un peu différent de Merlin. C'est là je parlais tout à l'heure de sa vraie nature à Merlin, d'être un mentor et une espèce de père spirituel pour Arthur. Et là, j'ai trouvé que dans cet épisode-là, dans cette scène-là, on arrivait à percevoir ça dans la relation qu'ils avaient. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Arthur est allongé et Merlin est à son chevet en disant « bougez-vous le cul ».
Et voilà, j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle est profonde et elle donnait d'un seul coup une épaisseur plus de densité au personnage. Alors moi je voudrais avoir un peu plus sur vos projets personnels maintenant. Ouais. Il y a quelques mois, il y a la pièce de théâtre Fracasse qui a pris fin. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez des nouveaux projets, notamment avec Jean-Christophe Imbert, qui est un metteur en scène exceptionnel. Oui. Au-delà du personnage qu'on connaît de Karaté, Oui, bien sûr. quelqu'un de formidable avec qui on peut discuter. Voilà. Et donc savoir si dans les mois à venir, vous allez reprendre une tournée, vos projets théâtre, peut-être sur Lyon. Enfin... Ah oui, j'arrête pas de faire du théâtre. Alors oui, on va avoir un nouveau projet avec Jean-Christophe que Jean-Christophe va mettre en scène et où je vais retrouver de nouveau Loïc, pas Thomas, malheureusement il ne sera pas sur ce projet-là. Loïc, donc Jean-Christophe, Eddie Le Texier qui joue OL, le roi OL, je ne sais pas si vous le voyez qui c'est. Enfin bref, et ça sera une adaptation de Peter Pan. Peter Pan original, original. Donc ça sera en fait Peter Pan joué par des vieux, on va dire ça comme ça. Ce qui est une approche de l'histoire qui est assez intéressante, je pense. J'en sais pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler, mais on va jouer, on va le préparer, on va monter ce spectacle, il va être répété à Lausanne et à Genève et joué en création à Lausanne en novembre 2023, donc c'est à la fin de l'année. Et puis j'ai des projets plus personnels que je continue à tourner. J'ai un seul en scène qui s'appelle La vie est une fête, qui est un seul en scène très méchant, très caustique, très cynique, où je dis du mal de plein de gens. Et voilà. C'est une galerie de personnages qui montre à quel point, comment dire, comment l'humanité a quelques progrès à faire, voilà, tout simplement. Voilà, donc je le joue pas mal, ce spectacle, je continue à le tourner. J'ai un spectacle qui s'appelle Shame of Thrones, La fin d'un règne, que je joue avec ma femme, qui est comédienne aussi. C'est une comédie sur le pouvoir, une comédie sur le couple, une comédie sur le pouvoir dans le couple, une comédie sur le couple au pouvoir, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai un spectacle qui s'appelle Un petit coup de blues, que j'avais écrit pour Nicolas Gabion et Damien Laquet, un autre copain comédien. Puis Nicolas a arrêté de le tourner parce qu'il est très pris par des formations, voilà, donc je reprends le spectacle avec Damien et voilà, c'est une comédie des contraires, deux personnages qui se rencontrent et qui ne devraient jamais se rencontrer. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un autre spectacle que j'ai écrit qui tourne en ce moment dans la région lyonnaise, qui s'appelle Welcome Home, qui est une comédie futuriste et post-apocalyptique. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Dis-moi, toi. Autre chose que déjà. Ouais, non, en fait, j'ai un spectacle que j'ai écrit pour Damien Laquet qui tourne aussi, un spectacle musical. Enfin voilà, j'arrête pas beaucoup et voilà. Cette année, j'ai calculé que j'allais jouer dans 7 spectacles différents, dans plusieurs endroits, voilà. Donc ça, je suis bien occupé. J'aime ça. Et je le dis aussi, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici. C'est un moyen de rencontrer des gens en dehors de passer l'écran de la télé, quoi, de traverser l'écran. Et je vous le dis comme ça, je dis ça. Je le dis aussi pour mes autres copains comédiens qui font aussi beaucoup de théâtre. Un bon moyen de rencontrer les acteurs que vous aimez, c'est d'aller les voir au théâtre. Et il n'y a rien qui peut leur faire plus plaisir que ça. C'est-à-dire qu'en plus, quand on joue au théâtre, souvent on a du temps après le spectacle, on peut rencontrer des gens, on peut discuter, on peut échanger. Donc, et moi, ça me fait toujours super plaisir de voir des gens qui sont fans de Kaamelott, qui aiment Merlin et qui se disent on va aller voir quand même à quoi ça ressemble quand il est sur d'autres personnages, d'autres projets. Et ça me touche beaucoup parce que bien sûr, j'aime mon Merlin, mais je suis heureux de montrer d'autres facettes de notre métier, de vous montrer d'autres choses de mon métier et des choses qui sont finalement beaucoup plus permanentes pour moi, qui sont le plaisir du théâtre, quoi. Il nous reste le temps de 2 questions. Donc. Bonjour. Bonjour. Alors, à quel point vous, acteur, vous sentez-vous proche de votre personnage Merlin? Oula. En fait, je suis très proche de Merlin, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Alexandre, quand il a écrit Merlin, qu'il a pensé à moi, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que
Je déteste raconter des histoires drôles, je suis nul. Je suis vraiment nul, je sais pas faire, j'oublie la chute, enfin je suis une bille. Là, pas en ce moment, parce qu'en ce moment je fais attention, parce que je me suis fait engueuler par mon toubib, mais en temps normal, une soirée sans alcool, j'y vais vraiment à reculons, ou j'y vais pas. Voilà, je suis assez... je suis assez dilettante, en fait. Je suis procrastinateur, voilà, je ressemble beaucoup à Merlin. Ouais, enfin, Merlin me ressemble beaucoup, je sais pas dans quel sens ça marche. Mais c'est pas par hasard que c'est moi qui joue Merlin, quoi. Voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ce personnage m'a aidé à me supporter moi-même. C'est pas mal quand même. Alors je me supporte à peu près, hein, faut pas exagérer, mais non, je me suis rendu compte que ce personnage était sympathique grâce à vous, et comme il me ressemble, bah, ça me met un peu de baume au cœur. Je me dis, bah, finalement, c'est peut-être, ça me rassure. Ça me rend plus supportable à moi-même. Voilà. Alors, il y a un grand monsieur là, qui a un très grand bras et une grosse main. Comment il s'appelle? Alors, la dernière question, Fabrice. Bonjour. Oui, mais toi, tu es de l'organisation, ça marche pas. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci. Voilà, pour tout ce que vous avez, comment vous l'avez interprété, c'était extraordinaire. Comment vous avez vu l'arrivée de votre concurrent en chanteur? Bruno, on se connaissait déjà, on a travaillé pendant 10 ans dans la même compagnie au théâtre, donc on se connaissait par cœur avec Bruno, et de le voir arriver, je me suis dit, oh la vache, ça va forcément être énorme, parce que c'est un mec que j'adore, c'est vraiment, on est très potes, on se croise, on joue dans le même théâtre à Lyon, enfin, voilà, et du coup, je me suis dit, on se ressemble tellement pas, que ça va être forcément intéressant, quoi. Ça va forcément être super intéressant. Et effectivement, il est génial, quoi. Je veux dire, il est aussi roublard, aussi vicelard que Merlin est innocent et un peu benet. Et franchement, le truc, ça marche bien. Non, donc j'étais super content. Voilà, j'étais très très content d'avoir, parce que c'est comme en contrepoint en musique, hein, les contrastes se renforcent les uns les autres, quoi. Du coup, c'est super chouette. Plus je suis Merlin, plus il est Elias, et plus il est Elias, plus je deviens Merlin, quoi. Voilà, c'est ça qui est chouette. Donc vraiment, c'était une belle surprise, parce que, ouais, oui, on a fait, avec Bruno, on a joué 6, 8, 10, 8 spectacles ensemble au théâtre. Donc, on se connaissait très bien, et c'était super, parce que ça a matché tout de suite sur le plateau, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et je t'en prie. Très bien, je vous remercie pour toutes ces questions. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions, je vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour une deuxième FAQ avec Jacques Chambon. D'accord? Ouais, avec plaisir. Alors, je t'aimerais te proposer quelque chose. Vas-y, je t'écoute. J'ai demandé à un photographe d'un micro. Ouais. En fait, qu'on se retourne et qu'on prenne une photo avec le public. Quand je tombe, c'est ça? Si tu veux. Je me jette dans le public et il me... Ouais. Non, est-ce que tu as fait confiance ou pas? J'y crois pas du tout. Alors, ce que j'aimerais... Déjà, oui, applaudissez-vous déjà. Merci beaucoup. Ouais, ce que j'aimerais, c'est que vous liez tous. Et qu'à 3, vous criez tous Camelot. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Est-ce que c'est bon, tu nous as tout le monde? 1, 2, 3, 4. Merci. Merci. Bonne journée, à tout à l'heure. Rendez-vous à 16h pour le résultat du concours cosplay. Et après à 16h30, FAQ avec Jean Châtelet et Patch pour ces comédiens de doublage.